Bienvenue sur Compare Vinyle, la chaîne où je vous partage mes impressions d'écoute de disques que je possède en plusieurs exemplaires. Alors je vous l'avais promis, voici le comparatif sur Melody Nelson. Alors n'hésitez pas à cliquer sur la description puisque je vais vous proposer des chapitres sur cette vidéo. En général, je le fais d'ailleurs sur presque toutes mes vidéos. Il y a des chapitres, donc n'hésitez pas à cliquer sur les timestamps pour zapper les passages qui vous feraient chier, quoi, qui vous intéressent pas, parce que la vidéo promet d'être longue puisqu'il y a énormément de choses à dire sur cet album et puisque j'ai 7 éditions à vous présenter, ce qui est quand même pas mal et ce qui démontre un petit peu mon obsession pour cet album. Alors pourquoi une telle obsession, justement, me direz-vous? Eh bien parce que je trouve tout simplement cet album magnifique. Voilà, hein, je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de personnes, c'est un album qui a influencé énormément de monde. Moi, je trouve que il est absolument génial au niveau des arrangements, des mélodies. Voilà, c'est juste sublime. Je le trouve aussi vraiment très poétique, même si le thème est plus que borderline, mais ça, c'est Gainsbourg, quoi. On a l'habitude de Gainsbourg. Et oui, Gainsbourg, c'est quand même un gros dégueulasse, faut se le dire. Le mec est un des gros dégueulasses, c'est un bon reflet de son époque aussi, on pourrait dire, hein. Voilà, c'est une époque qui est un peu sexiste où toutes les gauloiseries sont permis et voilà, et autorisées et sans compromis. Et il n'y a pas un petit peu aussi cette culture du consentement qu'on a maintenant, hein. Il était déjà un gros dégueulasse avec France Gall quand il lui faisait chanter les sucettes à l'Annie, alors que France Gall ne saisissait même pas le double sens des paroles. Si ça, c'est pas déjà un gros dégueulasse. Et le thème de Melody Nelson, qui est quand même on va dire une adolescente voilà, qui rencontre un homme de 40 piges, etc., et qui finit par se la taper, c'est borderline. Enfin, voilà. Et Eddie Gainsbourg, il avait une fascination aussi comment s'appelle le romancier, le roman Lolita. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'il avait postulé pour faire la bande originale de Lolita à l'époque, quand il y a eu un film sur le sujet. Et il s'était fait il s'était fait refouler par les Américains qui lui disaient: non, le Frenchie, là, dégage, on veut pas du Frenchie pour nous faire la BO de Lolita, dégage, on n'en veut pas. Il s'était fait envoyer bouler. Il n'était pas à l'époque, il n'était pas dans une hype phénoménale et il n'était pas aussi connu que maintenant. Il s'était fait refouler. Donc il était un petit peu frustré de ne pas avoir pu travailler sur ce thème qui le fascinait. Et donc ça a nourri un petit peu son ambition créatrice pour Melody Nelson. Voilà. Mais bon, moi, c'est pas du tout là, cette partie-là qui me fascine. Ce qui me fascine, c'est la manière dont c'est écrit, de la manière dont les mots sonnent et les arrangements qui sont juste absolument sublimes. Après, je comprends tout à fait que des personnes ne peuvent pas supporter cet album et voient que l'aspect dégueulasse de cet album. Voilà. Je peux complètement le concevoir. Alors, c'est une vidéo aussi que j'ai mis un peu de temps à tourner parce que, à la base, j'avais que 6 exemplaires différents de Melody Nelson. Le mec, il n'y a que 6 exemplaires. Oui, j'avais que 6 exemplaires parce que il me manquait, on va dire, pour un collectionneur, un fanatique, l'exemplaire essentiel, c'est-à-dire qu'il me manquait le pressage original. Ce qui est quand même un petit peu con quand on veut faire des comparatifs, de pas avoir, un comparatif en plus comme celui-là, assez étendu, de ne pas avoir l'original. Donc je me suis mis en chasse de l'original. Alors il faut savoir, pour la petite anecdote, hein, il y a beaucoup de gens qui disent oui, l'original il est très très rare. J'ai même lu oui, il a été tiré qu'à 500 exemplaires, etc. Très très rare. Non, non, je suis pas d'accord. Faut recontextualiser à l'époque, hein, quand c'est sorti cet album.
Gainsbourg, il était au top de la hype. C'est-à-dire qu'il venait de faire son plus gros succès commercial, voilà, qui est le 45 tours de Je t'aime moi non plus. C'est simple, au cours de l'année écoulée, je crois en 69 ou 70 quand c'est sorti, il en a vendu 4 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous réalisez, il en a vendu 4 millions des Je t'aime moi non plus en 45 tours. C'est énorme, c'est phénoménal. C'est son plus gros succès commercial. Et je crois qu'il en a vendu d'ailleurs énormément à l'étranger. C'est-à-dire qu'il en a vendu beaucoup moins en France. Ça a été un succès en France, mais ça a surtout été un succès mondial, cette chanson. Et c'est vraiment avec cette chanson que Gainsbourg, il devient vraiment un artiste très, très grand public. Enfin, il était déjà connu en tant que, va dire, auteur, puisque voilà, il a fait des beaux succès, mais jamais de succès comme ça avant Je t'aime moi non plus. Et donc forcément, il a des ponts en or pour faire ce qu'il veut au niveau de l'album, et c'est là qu'il se lance dans la création de Melody Nelson. Et je peux vous dire que la maison de disques, à mon avis, avec la hype qu'il avait à l'époque, ça m'étonnerait fort qu'ils en aient juste pressé 500. Surtout qu'à l'époque, c'est une industrie. C'est rien à voir. L'industrie, elle est incomparable. L'industrie du vinyle à cette époque. Ici, l'époque qu'on a maintenant, où un tirage de 10 000, c'est déjà énorme. À l'époque, pour Gainsbourg, mais c'était rien, 10 000. Enfin bref, tout ça pour dire que des BM, personne ne sait exactement en fait combien il y a eu d'exemplaires avec le logo BM de Melody Nelson, qui est le pressage original de Gainsbourg. On ne sait pas trop combien il y a eu de pressés, mais c'est sûrement pas 500. Je pense que c'est plus dans les 20 000 qui ont eu fabriqué, quoi. C'est sûr. Même si ça a été un flop à sa sortie, ça se trouve, c'était un flop de 20 000 ventes, ce qui est un flop comparé aux 4 millions qu'il vient de vendre. Enfin bref. Donc voilà, c'était la petite aparté pour resituer un petit peu le contexte et dire que la version originale n'est pas si rare que ça. C'est juste qu'elle est mondialement recherchée, parce que cet album, il a un carton maintenant complètement international, et tout le monde veut sa copie du original du BM, quoi, même. Voilà, donc c'est pour ça que c'est dur à trouver, c'est pour ça que ces originaux-là, ils ne font que monter. Donc moi, je voulais en choper un, et je me suis dit, on est quand même en France, et c'est quand même le pays où, normalement, on peut en trouver le plus facilement. Donc je me suis mis en chasse sur Le Bon Coin et Vinted, parce que j'en ai pas trouvé dans les disquaires à côté de chez moi, voilà, il n'y en a pas. Donc, j'en achète une copie finalement pas trop chère. Je me dis, je vais essayer d'en tenter une à 100 balles, sur lequel le vendeur disait oui, ça va, il y a que juste la pochette qui est abîmée, le disque est en bon état. Moi, quand je m'en fous un petit peu de la pochette, et j'attache plus d'importance à la qualité, à ce que le disque soit propre, que la pochette en elle-même. Je me dis, c'est l'occasion d'avoir un disque un peu moins cher et de l'acheter. Manque de bol. Je reçois le disque était pas du tout en bon état, quoi. Il était je sais pas, G+, quoi. Il cracouillait bien, G+, VG, même en le nettoyant, quoi. Donc j'étais un petit peu, en le nettoyant bien, la machine à ultrasons. Donc j'étais un peu dégoûté, je contacte le vendeur, je le retourne, finalement le numéro, désolé, ok, retournez, moi je vous rembourse. Je me fais rembourser. Rebelote, je me mets en recharge, je sas finalement sur Vinted. Cette fois, je tombe sur une dame qui a l'air honnête, qui me dit, attends, bougez pas, je vais vérifier quand même avant de l'envoyer la qualité du disque. Elle le fait vérifier par une amie à elle, etc. Elle me l'envoie, je reçois le disque est voilé. Donc je suis un peu dégoûté. Je me dis, putain, fais chier quand même. Je reçois le disque voilé, et pas en si bon état que ça aussi, avec des rayures de surface. Bon, moins grave que la copie que j'avais avant, mais quand même, quoi, j'ai des boules. Donc je lui fais des photos, je lui dis, madame, je suis désolé, votre disque il est voilé, etc. Les rayures sont pas terribles, je les mets bien en évidence, avec le bon angle, pour lui montrer que son disque il est pas neuf, quoi.
Et là, elle me dit, oh là là, je suis désolé, mon ami m'a induit en erreur, paf, je vous rembourse. Et elle me rembourse automatiquement, elle me rembourse tout le disque. Elle me dit, mais gardez-le, mon disque, de toute manière, il n'est pas vendable. Et j'ai même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Moi, je voulais juste négocier un rabais parce que j'en avais marre de faire des échanges. Et lui dire que surtout que j'avais une machine à aplatir les disques, quoi. Donc, du coup, son disque, bah, je l'ai passé à ma petite machine à aplatir les disques. Et bah, résultat, maintenant, il est parfaitement écoutable. Bon, il est quand même, on va dire, VG, quoi. Alors, c'est un bon VG, mais il n'est pas en parfait état. Mais je l'ai eu gratos, ce qui est super cool au final. Alors que bon, je l'avais négocié genre 100 balles. Donc, merci Vinted, merci les gens honnêtes. C'est cool. Et voilà, je vais donc pouvoir faire cette petite vidéo comparative grâce à cette petite anecdote. Ah oui, et pour l'anecdote, on m'avait demandé ce que j'utilisais aussi comme machine pour aplatir les disques. Eh ben, j'utilise la Record Pi ou la Record Pi, si on prononce à l'américaine. Il y a Direct Sound Vinyl, je crois, qui avait fait une vidéo, enfin, je crois, j'en suis sûr, qu'il avait fait une vidéo pour expliquer comment marchait cet appareil. Il a fait une super review et c'est lui qui m'a fait craquer et c'est à cause de lui que j'ai acheté ce modèle-là. Donc voilà, merci Direct Sound Vinyl. Pour moi, c'est très utile. J'ai pu redresser un disque. Bon, après, voilà, il y a un intérêt pour moi. Allez voir sa vidéo, elle est super et ça vous démontre vraiment les qualités et les avantages et les défauts de la machine qu'il a achetée. Il explique aussi très bien si ça a un intérêt ou pas pour vous de l'acheter. Enfin, voilà. J'en reviens à nos moutons. Je regarde un petit peu mon papier parce que oui, j'ai fait un petit papier résumé parce que j'ai tellement de choses à dire sur Melody Nelson que si j'ai pas mon petit papier, je suis complètement perdu. Donc voilà, oui, j'en reviens sur cet original BM. Alors comment reconnaître un original de Gainsbourg? Alors la première chose que vous devez avoir sur l'original de Gainsbourg, eh bien c'est le petit price code U. Si vous n'avez pas de price code U ici, c'est que déjà, ben, c'est pas un original. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer sur la pochette? Est-ce qu'il y a d'autres éléments de différenciation? Sur la pochette perso, oui, c'est une pochette gatefold. Donc voilà, l'original, c'est une pochette ouvrante. Voilà, parce qu'il y a des repress qui n'ont pas de pochette ouvrante. Là, ce qui est intéressant, on peut voir qu'il y a une petite dédicace pour un anniversaire. Voilà, c'est un petit cadeau. Et on voit que ce cadeau-là, il date de 74. Alors, est-ce que les ventes étaient tellement mauvaises qu'ils ont écoulé des BM jusqu'en 74? C'est possible. Ou est-ce que la personne l'avait acheté avant et puis l'a offert après? Bon, en général, ça se faisait pas trop d'offrir des cadeaux d'occasion. Donc je pense que voilà, il y avait encore du BM dans certains magasins en 74. Donc c'est intéressant d'avoir cette info comme quoi des BM, à mon avis, il y en a eu pas mal de pressés pour qu'il reste du stock assez longtemps en magasin. Donc voilà, c'était pas pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et bien sûr, donc là, je vais devoir poser mon mic pour vous montrer le macaron de l'album. Donc voilà, vous l'avez vu, il y a le petit tampon BM qui est les droits français de l'époque. Et c'est un logo qu'on voit jusqu'à 1971 sur les disques qui sont sortis en 1971. En 1971, on commence à avoir la bascule vers le logo SACEM qui est apposé sur les disques. Donc ensuite, second exemplaire. Donc là, on a un exemplaire qui est sorti dans les années 70 aussi, qui se reconnaît au price code B.
Donc ça, B, on sait qu'on est encore, avec ce type de price code, on sait qu'on est encore dans les années 70, le début des années 70. C'est aussi un gatefold. Voilà. Tac. Et là, sur celui-là, on peut voir le fameux logo SACEM. Je vais poser encore mon mic. Voilà, et là, on voit aussi un petit trait de caractère, un identifiant au niveau de l'usine de pressage. On sait qu'avec ce petit rond là au milieu, comment dire, qui est, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais en fait, le rond central indique que ça vient d'une certaine usine. Alors là, je ne l'ai plus en tête, mais voilà, c'est un bon indice aussi pour identifier où le disque a été pressé et dans quelle usine, quoi. Et ce qui indique que c'est pas la même usine qui a pressé ce disque-là du disque qui est dans la version, dans l'édition originale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les Matrix, le runout, c'est différent. Je vous mettrai aussi les liens de Discogs pour chaque version que je vous présente, bien sûr. Et comme ça, vous pouvez voir, constater que les matrices sont différentes. Et donc, à chaque fois, quand on a des matrices différentes, ça veut dire un nouveau lacquer cut. Donc potentiellement un nouveau mastering. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce comparatif, c'est qu'on voit vraiment l'évolution des différents masterings à travers le temps. Et c'est une des raisons pour laquelle je voulais vous faire ce comparatif, au-delà de moi, de pouvoir faire le tri entre toutes les versions que j'ai et d'en conserver un peu moins, parce que c'est débile d'avoir autant de mêmes versions d'un même album. Donc voilà pour cette deuxième version sortie au début des années 70. Voilà, alors là, on arrive plutôt vers la fin des années 70 avec cette troisième version, qu'on reconnaît un price code complètement différent. Et voilà, ce type de price code-là, les price codes, c'est super utile en France pour dater les éditions. Donc la pochette de celui-là est en nettement moins bon état. Voilà. Il y a un petit logo aussi qui est apparu sur le bas de la pochette, publication phonogramme, alors que les éditions précédentes ne comportent pas ce petit logo. Voilà, et sinon, quand on ouvre le disque, je vais poser mon micro. On peut constater que le macaron est rigoureusement identique à celle du début des années 70. Donc on peut supposer que, voilà, et au regard des matrices et tout ça, que déjà la manière dont ça a été produit et fabriqué, c'est au même endroit. Et c'est des fabrications au niveau du vinyle assez similaires. Et je crois que d'ailleurs les matrices aussi sont très similaires entre ces deux versions. Je vous invite à aller checker sur Discogs avec les liens que je vais vous mettre en description. Ensuite, donc une autre version qui est sortie à la fin 70, une version un peu particulière puisqu'il s'agit d'une compilation. Donc, et dans cette compilation,
Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réédité carrément tout l'album de Melody Nelson dans un des vinyles que contient cette compilation qui est sortie, donc, je crois, en 1979. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer là le disque en question qui est intitulé pas Melody Nelson mais 1970. Mais en fait, quand on regarde le disque, c'est exactement tout. Il y a tous les morceaux dans l'ordre de Melody Nelson, quoi. Je vous montre ça de suite. Voilà, donc hop là, on va reposer ça là, ici. Donc sur cette version, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ce qu'on observe dans les matrices, c'est qu'ils ont vraiment fait un truc très différent au niveau des matrices, donc un mastering a priori différent aussi pour ce disque-là. On arrive ensuite, on fait un saut dans le temps. Puisque il y a une époque, le vinyle était moins populaire, donc il y a eu moins d'éditions. Et forcément, il y a eu c'est moins trouvable, quoi. Jusqu'à l'édition je l'ai noté là, c'est l'édition anniversaire de 2011. Donc ça, c'est pour les 40 ans de Melody Nelson. Donc ça, c'est vraiment une super édition qui est vraiment très sympathique. Hop là, qui est une édition numérotée. Hop là, je ne sais pas si on voit le numéro qui est là. Et ce qui est intéressant dans cette édition, alors c'est une édition un peu enrichie. Déjà, il y a un deuxième disque vinyle dans lequel il y a des versions alternatives qui n'étaient pas sorties à l'époque, etc., qui sont sorties uniquement sur ce disque-là. Qui sont assez sympas. Il y a aussi un DVD où il y a l'interview de Vanier, etc., des gens qui ont travaillé au mix aussi en France de cet album. Il y a aussi une version DVD de Melody Nelson qui a un mastering complètement différent, qui est aussi très intéressant. Enfin bref, rien que pour le livret et toutes les informations que contient cette édition 40 ans, franchement ça vaut le coup. C'est une super édition, rien que pour ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est en faisant cette réédition qu'on a su qui jouait réellement sur Melody Nelson, parce que on ne savait pas jusqu'à cette édition de manière certaine, avec des preuves, que le guitariste c'était Alan Parker. On ne savait pas, personne ne le savait. Par exemple, à la basse aussi, on a longtemps cru que c'était un autre bassiste dont là j'ai plus le nom en tête, alors qu'en fait c'est Dave Richmond qui est à la basse qui joue sur cet album. Alors c'est des musiciens de studio, donc c'est possible que ces noms ne vous évoquent rien, absolument rien. Mais comment ils ont pu ils sont arrivés à cette conclusion? C'est tout simplement qu'on a retrouvé des diapos de photos parce qu'il y a des gens qui avaient fait des photos de l'enregistrement à Londres de Melody Nelson, puisqu'il faut savoir que Melody Nelson, la partie basse, batterie, guitare a été enregistrée à Londres en 3 jours. Donc voilà, ils sont allés en studio à Londres et ils ont dit Vanier il a fait ça, allez vas-y, on enregistre en 3 jours les partitions que j'ai écrites. Hop. Et ils ont enregistré ensuite les cordes plus tard en France. Donc ils ont fait ça vraiment en plusieurs sessions d'enregistrement et ensuite, après, ils ont fait les voix. C'est-à-dire que Gainsbourg a posé les voix très tardivement
sur Melody Nelson, puisqu'il n'était pas inspiré pour les textes. Il avait vraiment l'espèce de syndrome de page blanche, alors que toutes les musiques étaient composées. Et finalement, les textes sont arrivés plus tard que la musique. Voilà. Et donc, voilà l'explication de pourquoi de toute l'histoire de l'enregistrement de Melody Nelson est expliquée justement là-dedans. Donc, tout ce que je vous explique là, c'est expliqué là-dedans. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une version super intéressante pour les fans de cet album, parce que y a plein d'infos sur sa conception qui sont intéressantes. Et c'est quand même ouf de se dire que les mecs de studio, qui a joué sur cet album-là, il n'était pas connu. Il y a à tel point qu'il y a des mecs qui s'auto-proclament, qui disent oui, non, c'est moi qui joue de la basse, etc. sur Melody Nelson, mais si, non, c'est moi qui joue de la guitare. Enfin bref, tout le monde il y avait il y a eu un tel mythe après sa sortie finalement sur cet album-là que que les musiciens de studio disaient qu'ils avaient joué dessus alors qu'en fait c'était pas eux. Bref, c'est assez fou de penser ça. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui est le batteur des sessions de Melody Nelson. On a des pistes, mais on n'a aucune preuve que ce soit un tel ou un tel. Donc c'est assez drôle. Allez voir la fiche Wikipédia, d'ailleurs, sur Melody Nelson. Elle est vraiment bien faite. Elle regorge vraiment de plein d'informations sur Melody Nelson. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert que Melody Nelson, il était sorti aussi en clip. Ils en ont fait un film. Il y a tout un film sur Melody Nelson. Ils l'ont filmé. Et ils en ont fait un espèce de long métrage clip de tout l'album. Je ne savais même pas, j'ai découvert ça en lisant la page Wikipédia pour préparer cette vidéo. Donc je vous mettrai aussi la vidéo que j'ai trouvée dans un site d'archives internet qui vaut le coup d'œil si vous voulez écouter et regarder Melody Nelson en clip. C'est assez sympa. Donc voilà pour cette édition 40 ans collector de Gainsbourg qui que je trouve très sympathique. Ensuite, l'avant-dernière version que je vais vous présenter, c'est une version qui est sortie assez récemment, dans les années 2020, on va dire, de Melody Nelson, puisqu'il s'agit d'un disque couleur. Voilà, c'était sorti sur le store. Franchement, cette version, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, quoi. Le truc couleur, je veux... Ouais, vas-y, je passe une commande sur le store à Gainsbourg. Je crois qu'ils étaient en promotion quand même, enfin bon, bref. Et je l'ai acheté, je dis, vas-y, prends une copie quand même. Voilà, donc elle est de couleur bleue. Je peux vous montrer, la couleur n'est pas spécialement non plus très jolie. Donc là, on n'est plus sur une version Gatefold, on est sur une version simple. Vous l'avez vu un peu avec un papier un peu fin, assez cheapos. Bref, le seul intérêt, c'est pour les gens qui kiffent les disques de couleur. Mais sinon, c'est tout, en tout cas au niveau de l'édition en elle-même. Et je vais terminer par la 7e version de Melody Nelson, qui est la version américaine de Melody Nelson. Alors, il faut savoir que le label qui a édité cette réédition en 2024 l'avait réédité déjà en 2009, pardon. Et c'est ça qui a relancé un peu une hype sur Melody Nelson à l'époque, quoi. Ça a relancé un petit peu une hype sur l'album à l'étranger, en tout cas, sur Melody Nelson. Et que vous dire d'autre comme anecdote sur cette édition, c'est que, ah oui, dans les crédits, c'est pas les bons musiciens en fait. Là, la version qui est sortie en 2024, ils ont repris
les crédits dont tout le monde pensait que c'était voilà, le bassiste et le guitariste, je sais plus qui, quoi. Donc j'ai oublié le nom. Donc du coup, c'est pas, enfin les crédits, si vous regardez sur cette version, c'est pas Dave Richmond qui joue de la basse sur ce truc-là. Ils n'ont pas corrigé ce qu'ils avaient comme information, enfin ce qu'on a su plus tard en 2011, puisque cette version-là, elle se base, c'est une réédition américaine de ce qui était sorti à l'époque en 2009. Donc ils ont conservé l'inner sleeve et les crédits qu'ils avaient trouvés à l'époque. Ils ne se sont pas trop fait chier, les ricains, pour ça. Voilà. Et sinon, bon, c'est une édition Gatefold et il y a un petit feuillet à l'intérieur que je peux vous montrer aussi en posant mon mic, qui raconte un petit peu l'histoire de ce disque. Voilà. Et là, c'est un disque qui est pressé par une usine de presse assez réputée aux États-Unis qui s'appelle RTI, voilà, avec un petit, pas hobby, mais un petit truc sur le côté du disque. Je vous montre ça en détail. Donc voilà pour cette version américaine qui a le mérite d'être plus quali au niveau de la pochette que l'avant-dernière version que je vous ai montrée, qui est nettement moins quali en termes de fabrication. Là ici c'est plutôt classe. Et voilà, bon après, je crois qu'ils l'ont sorti en plusieurs couleurs, cette édition-là. Il y a une version clear vinyle qui est celle-là, et il y a une autre version qui doit être bleue, je crois, il me semble. Enfin voilà. Voilà pour toutes les éditions que je possède donc en ma possession. Donc maintenant, c'est l'heure du verdict en fait. Enfin, c'est l'heure du verdict. C'est l'heure de vous donner mon avis. Alors, c'est que mon avis, c'est complètement subjectif. D'autres personnes pourraient avoir un avis totalement différent. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir la vidéo où j'ai numérisé le morceau Hôtel particulier. Donc, j'ai numérisé les 7 vinyles là, que vous voyez là, les 7 versions de Hôtel particulier sur ces 7 vinyles-là, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Alors évidemment, il y a la compression YouTube qui doit changer pas mal la donne, et vous n'aurez très probablement pas la même expérience que moi, même si vous écoutez au casque, parce que déjà il y a toute la chaîne, etc., audio que j'ai chez moi, et en plus voilà, YouTube, il y a des mécanismes de compression et d'enregistrement qui fait que vous n'allez peut-être pas forcément être d'accord avec ce que je dis, mais c'est aussi l'intérêt de vous faire, enfin je voulais aussi que vous ayez la possibilité de vous faire votre propre avis, et de participer un petit peu au débat, quoi. Donc je vais commencer comment je pourrais commencer? Est-ce que je commence de la meilleure à la moins pire, ou enfin la meilleure à la pire, ou la pire à la meilleure? Je pense que je vais le faire dans l'ordre chronologique, tout simplement, et vous dire ce que j'en pense de ma préférée à ma moins préférée. On va faire comme ça. Alors ma préférée, c'est la version BM.
Voilà, la version BM, c'est vraiment celle que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a la meilleure, on va dire, scène sonore. C'est celle où il y a le plus de dissociation entre les instruments. Voilà, et je trouve que c'est celle qui met le plus en valeur les magnifiques arrangements, et que moi, c'est ce que je préfère, c'est les arrangements. Par contre, c'est aussi pour moi la version où il y a le plus de sibilance. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la sibilance, mais c'est quand ça siffle au niveau des S. Dès qu'il y a des S, ça peut créer un certain phénomène où justement voilà, c'est un phénomène assez désagréable. C'est ce qu'on appelle la sibilance. C'est les S qui chuintent, quoi. Et donc c'est sur cette version où il y en a le plus. On notera aussi sur cette version que dès l'entrée dès qu'on pose le diamant dessus et qu'on l'écoute, il y a déjà un tout petit léger souffle qu'on entend. C'est le souffle de la bande analogique qu'on entend sur cette version. Le master qui a servi donc à la fabrication de ce vinyle et qu'on a fourni aux maisons de disques à l'époque, avait un petit souffle analogique de bande. Voilà, donc ça, faut le savoir, ce disque a été fabriqué et conçu comme ça, avec ce petit léger souffle de bande. Voilà. Donc ensuite, on en vient à ma deuxième, enfin mes deuxièmes préférés. Voilà, parce que spoiler alerte, hein, pas spoiler alerte, mais celui-là et celui-là, au niveau du mastering, c'est exactement la même chose. C'est le même son. C'est-à-dire que toutes les versions, grosso modo, que vous voyez avec le macaron que je vous ai montré tout à l'heure sur ces deux disques qui sont similaires, et au niveau du son, c'est pareil. Ils ont exactement le même son. Et ce qui est drôle, c'est que celui qui est plus tardif sonne mieux que celui-là, tout simplement parce que celui qui est plus tardif, il est en meilleur état, quoi. Il est moins rayé, il est moins abîmé que celui-là. Et je pense que ça, par contre, vous l'entendrez sur les vidéos YouTube, que celui-là, du coup, il sonne moins bien parce qu'il est en moins bon état, quoi. Et ça, je pense que vous allez l'entendre sur YouTube. Dites-moi oui ou non. Que vous dire encore par rapport à l'original et pourquoi je le mets en numéro 2? Moi, à l'écoute, le mix, alors c'est très subtil, hein, c'est vraiment très très subtil. Je ne sais pas si vous allez pouvoir noter une différence entre ceux-là et la version originale, parce que c'est vraiment très très subtil. Le mix est un peu plus chaud. Il y a un petit peu plus de chaleur, mais ça, c'est vraiment très très nuancé. Mais du coup, il y a un peu plus de médium, on va dire, sur le mix, enfin sur le mastering en général. Et du coup, ça réduit un petit peu la sibilance aussi. Par contre, du coup, il y a tout petit peu moins de scène sonore et il y a un tout petit peu moins aussi de dissociation des instruments. Mais c'est vraiment très 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 léger et bref, c'est vraiment très très subtil. Et ces versions-là, les trois que je vous montre là, sont vraiment très très proches, vraiment très proches. Ça se joue vraiment dans un moussoir de poche, à moins qu'on ait une très 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 très, très, très bonne copie mint du BM. Peut-être que là, ça s'entendait plus, mais moi, en tout cas, c'est pas mon cas, puisque celui-là, il est passé à la machine à aplatir, et en plus, il n'était pas dans un état déjà, voilà, il est léger, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite sur celui-là? Alors celui-là, je l'ai mis en quelle position? Je l'ai mis, c'est pas mon préféré. C'est mon quatrième. C'est-à-dire qu'il y en a un devant en fait. C'est mon quatrième préféré. J'ai mis celui-là en préféré. Ça va peut-être surprendre certains, mais mon troisième préféré, c'est celui-là. C'est l'édition 40 ans. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un vrai parti pris moderne au niveau du remaster. Il y a un vrai travail. Il y a
beaucoup moins de souffle, c'est beaucoup plus propre, c'est aussi beaucoup plus chaud. Par contre, il y a moins de scènes sonores et moins de dynamique. Mais il y a aussi moins de sibilance et moins de détails. Ils ont gommé la sibilance, mais il y a moins de détails. Donc on perd en détail, on perd en scène sonore, on perd aussi en dynamique. Mais c'est vraiment une proposition de mastering assez moderne et qui est très plaisant à écouter et facile d'écoute. Et à tel point que d'ailleurs, quand j'ai fait ce comparatif et que j'ai comparé toutes les versions, ma femme, elle a préféré cette version-là aux autres. Elle trouvait que c'était la meilleure version. Donc c'est vraiment une histoire, encore une fois, très subjective tout ça. Parce que entre deux personnes, on peut ne pas avoir le même avis et dire que non, au niveau du son, moi je préfère cette version et une autre version. Donc comme quoi, voilà, toute une affaire de subjectivité dans les goûts sonores. Voilà, donc moi je la classe personnellement en troisième position pour les raisons que je vais citer, parce que moins de dynamique, moins de scène sonore. Ensuite, la quatrième, pour moi, ça va être celle-là. Alors celle-là, ils ont fait ça continue un petit peu dans les lignées de celle-là, mais ils ont voulu faire quelque chose je pense, avec un plus fort niveau. Donc ils ont augmenté le niveau. Mais du coup, il y a plus de souffle sur cette version. Et du coup, c'est plus plat aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en augmentant le niveau, il y a une expression il y a un sentiment de moins de dynamique à l'écoute et aussi de moins de détails sur cette version. Alors, ça reste une bonne version. Hein, ça reste très fin. C'est pas non plus scandaleux. Faut se concentrer pour vraiment. Faut tendre l'oreille pour vraiment et avoir toutes les versions pour réaliser que il y a les différences que je décris. Ensuite, arrive en cinquième position, ça va être donc la version qui va être le Repress américain. Le Repress américain, il est vraiment, ils ont vraiment, il y a vraiment plus de niveaux. Il y a moins de souffle, moins de sibilance, c'est super propre. Mais voilà, il y a vraiment un manque de scènes sonores. Il y a beaucoup plus de médium et du coup, tout est beaucoup plus écrasé et il y a beaucoup moins de dynamique. Il y a un espèce je dirais, ça étouffe un petit peu les arrangements. Donc, moi qui kiffe les arrangements de ce disque, c'est un petit peu dommage, si vous voulez mon avis. Donc voilà pour ma critique de cette version. Et ensuite, je termine avec la version la moins bonne. C'est celle-là, c'est l'édition couleur où ils ne se sont pas fait chier sur le packaging et je pense qu'ils ne se sont pas fait chier au niveau du mastering non plus, où c'est plat, voilà, il y a du souffle, il y a moins de scènes sonores, c'est moins pop que sur les autres, quoi. Donc voilà, ça, si vous aimez le bon son, c'est ça à éviter, quoi. Je pense pas que entre les versions modernes, on va dire les versions modernes, la meilleure pour moi, c'est quand même la version des 40 ans. Mais celle-là, c'est vraiment uniquement réservé aux amateurs de disques en couleur, quoi. Voilà, c'est vraiment le seul intérêt de cette version. Donc voilà pour ce comparatif sur Melody Nelson.
J'espère ne pas avoir été trop long, ne pas vous avoir trop fait chier. Et en tout cas, la prochaine fois, ce sera une vidéo plus courte et sur un album un peu moins connu. À mon avis, vous l'avez déjà reconnu. Et les connaisseurs, les vrais sages, comme on dit, ou les vrais savent. Bref, elle est déjà, c'est une vidéo à laquelle j'ai déjà réfléchi pas mal de fois. Et j'ai hâte de vous présenter cet album qui est pour moi un album absolument génial et magnifique. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vais essayer aussi de faire des lives là. J'avais promis que je refais des lives orientés un petit peu digging et son du grenier, c'est-à-dire que le son que je peux choper, les disques que je peux choper en vide-grenier. Et je vais essayer de faire ça assez rapidement et d'en refaire d'autres. Et aussi de faire des lives où c'est que des disques que j'achète chez les disquaires ou des disques nouveaux. Donc voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne Compare Vinyle. Et je vous embrasse.